Mesdames et messieurs, il a rassemblé 2 500 000 Français à l'élection présidentielle en 2022. Il est le président fondateur du premier parti politique militant de France. Il a besoin de vous, aux côtés de Marion Maréchal, pour gagner cette élection européenne. Merci, mesdames et messieurs, d'accueillir Monsieur Éric Zemmour. Mesdames et messieurs, Monsieur Éric Zemmour. Merci à vous. On y va. Bonjour mes chers amis. Je suis si heureux de me retrouver avec vous ici à Valence, dans cette magnifique région que je connais si bien. Merci à tous et merci d'abord à mon cher Jean Messia. Merci à Stanislas Rigaud. Merci à Agnès et Sophie. Merci à tous les quatre pour vos discours. Je ne vous présente plus, mais je tiens à vous renouveler ma confiance et ma gratitude. Vous m'avez tous rejoint lors de la campagne présidentielle et vous n'avez jamais cessé de croire en mon projet. Mes amis, j'espère et je pense que nous allons créer la surprise et que vous serez tous élus le 9 juin prochain. Vous avez eu raison d'applaudir nos futurs députés Reconquête. J'aimerais prendre quelques instants pour remercier chaleureusement mes chers amis d'Auvergne-Rhône-Alpes. D'abord, je tiens à saluer le travail exemplaire de Serge Lévy, notre délégué départemental de la Drôme et chargé de mission régionale. Serge, ton engagement à mes côtés depuis le début
honore et si notre mouvement ne cesse de grandir jour après jour, c'est grâce à des personnalités et des tempéraments comme les tiens. Je vous demande d'applaudir Serge Lévy. Mon cher Xavier Fourboul, délégué départemental du Rhône, ta rigueur, ton efficacité et ta détermination ne sont plus à prouver. Je vais te faire une confidence. J'aime venir dans ton département car à chaque fois que je me rends dans le Rhône, je sais que tout sera orchestré d'une main de maître. Donc, je peux te l'annoncer déjà, je reviendrai bientôt dans le Rhône, cher Xavier. Cher Yvon Guy Mercier, délégué départemental de la Loire, tu viens de reprendre une fédération à très fort potentiel. Tu as toute ma confiance pour mener à bien ta mission et je sais que les premiers résultats obtenus sont déjà très encourageants. Merci pour ton travail. Je tiens également à saluer la présence de Marine Schiaberto, candidate à la 17e position sur notre liste. Elle qui avait combattu Olivier Véran lors des dernières élections législatives à Grenoble. Enfin, je salue la présence de mon amie Evelyne Reber. Comme vous le savez, Evelyne est la mère de Julien, ce jeune homme tué au cri d'Allah Akbar, Julien auquel nous pensons tous. Ma chère Evelyne, je te remercie pour ton courage, ton abnégation. Je reparlerai de toi, si tu me permets, à la fin de mon discours. Evelyne est candidate à la 81e position, juste derrière moi. Je vous demande d'applaudir Evelyne Reber. Je vais vous faire une confidence. J'avais écrit un premier discours sur les thèmes économiques. Et puis, je me suis dit, il y aura Evelyne. Donc la présence d'Evelyne me conduit à dire ce que je vais vous dire. J'ai changé, j'ai réécrit mon discours hier, toute la journée. Je peux dire non pas que ça me conduit, mais sa présence m'impose ce que je vais vous dire. Vous savez ici, mieux que personne, ce qui se passe vraiment dans notre pays. Vous savez ici, mieux que personne, que les mots que j'utilise et qui me sont si souvent reprochés, les mots de grand remplacement, de francocide, de djihadisme du quotidien, vous savez ici, mieux que personne, que ces mots ne sont pas de simples mots, ne sont pas de simples concepts, ne sont pas des provocations, comme je l'entends trop souvent. Vous savez ici mieux que personne que ces mots s'inscrivent dans une réalité cruelle, que ces concepts se teintent parfois du sang de nos enfants et des larmes inextinguibles de leurs mères, que ces prétendues provocations s'enracinent dans une histoire récente, pleine de cris et de souffrances. Vous savez ici mieux que personne à Valence, dans la Drôme, à côté de Romans-sur-Isère, à quelques encablures de Crépol ou encore à 2 pas du Murinet, que les gestes les plus anodins, les gestes les plus quotidiens peuvent causer la mort, qu'un bal du samedi soir, comme il y en a tant dans notre douce France, peut tourner au drame. J'aimerais, ce soir avec vous, tenter d'appréhender les causes de ce qui nous arrive, de dérouler le fil des responsabilités. Seul travail qui nous permettra de déterminer et de légitimer les remèdes que nous porterons au grand corps malade de la France. Les causes sont anciennes et les responsabilités sont multiples. Et vous pourrez constater, puisque nous sommes à quelques jours des élections européennes, que les institutions européennes ont leur part. Je ne dis pas exclusive ni originelle,
mais une part fort importante dans cette catastrophe qui est en train de détruire notre pays et trop souvent nos vies. D'abord, si on veut bien comprendre ce qui nous arrive, je devrais dire ce qui nous tombe dessus, il faut partir du départ. Et le départ, c'est la démographie. J'ai entendu un jour un professeur d'histoire qui disait à ses étudiants, en histoire, il y a 3 règles qui décident du sort des nations. La première règle, c'est le nombre. La deuxième, c'est le nombre. La troisième, c'est le nombre. L'Afrique était peuplée de 100 millions d'habitants en 1900. Elle est aujourd'hui peuplée de 1,5 milliard d'habitants et en 2050, elle sera peuplée de 2 milliards d'habitants. Le seul pays du Nigeria sera alors peuplé de 500 millions d'habitants. Tous les ans, la population africaine augmente de 30 millions d'habitants, c'est-à-dire la moitié de la population française. En 1900, l'Afrique était à 100 millions, l'Europe était à peu près à 400 millions d'habitants, c'est elle qui colonisait l'Afrique. Aujourd'hui, le rapport est inversé, c'est l'Afrique qui submerge et colonise l'Europe. Paradoxalement, c'est justement cette colonisation européenne, tant criminalisée aujourd'hui, qui a tout changé. Car ce sont les médecins européens qui ont apporté les règles d'hygiène et les vaccins qui ont permis aux Africains de vaincre la mortalité infantile endémique dans toutes les sociétés traditionnelles. Quoi qu'il en soit, le résultat est là. La démographie africaine est la cause originelle de ce grand remplacement. Et les chefs d'État africains ont trouvé la solution. Ils exportent leur surplus de population. Leurs chômeurs, leurs délinquants, mais aussi malheureusement pour eux, leurs médecins, leurs ingénieurs, qui leur seraient si utiles, viennent chez nous. C'est, pensent-ils sans le dire, et parfois même cela leur échappe en le disant, le prix à payer pour la colonisation. Il faut bien comprendre qu'au fil du temps, c'est devenu une industrie nationale. Tous les habitants de ces pays y prennent part, des responsables politiques qui laissent faire, des policiers qui ferment les yeux, des familles et des clans villageois qui se cotisent pour payer la traversée du migrant qui leur rendra au centuple par ses versements à la Western Union. Il faut cesser de croire en la fable du pauvre migrant seul au monde, victime des guerres, de la faim, de la dictature, de la répression des homosexuels, que sais-je encore, du réchauffement climatique. Nous devons considérer que ces gens sont des êtres rationnels, autant que nous, qui font un calcul simple entre les risques et les gains. Et les gains sont énormes, surtout s'ils viennent en France, où ils crouleront sous les aides sociales, où ils seront logés et soignés à l'œil, sans compter le soutien des associations de militants et des armées d'avocats à leur service. La France, où ils sont sûrs, dès qu'ils ont posé le pied sur le sol de notre pays, qu'ils ne seront jamais renvoyés. La France, ce pays de cocagne pour les migrants, mais qui devient de plus en plus invivable pour ses habitants. Vous devinez donc déjà où doit se situer notre première action, où doit être posée notre première frontière, là, sur place, en Afrique, sur le lieu même des départs. Nous devons déployer de grandes campagnes d'information pour annoncer à l'Afrique entière la grande nouvelle, la France, c'est fini. La France est pleine, la France est fermée, la France, ce n'est plus la peine. On baisse le rideau, ne venez plus. Vous serez renvoyés systématiquement. Les bateaux français arraisonneront les barques sur lesquelles vous monterez et vous renverront d'où vous venez. Vous ne venez plus, vous n'en aurez plus rien, plus droit à rien. Aucune aide sociale, aucun logement. Ne venez plus, vous ne pourrez plus faire venir votre famille et vos enfants ne seront pas français. Ne venez plus, les associations qui vous aident auront fermé boutique car elles n'auront plus de subventions publiques. Cette information sera accompagnée d'actes. Il faut que les Africains qui sont prêts à partir voient leurs compatriotes rentrer parce qu'ils ont été renvoyés.
il faut que le bouche à oreille fonctionne. Il faut aussi que les gouvernements reprennent enfin leurs clandestins. Or, vous n'ignorez pas que des pays comme l'Algérie ou le Mali refusent systématiquement de reprendre leurs ressortissants. Encore la revanche sur la colonisation, sans doute. Il faut que ce petit jeu cesse. Nous ne manquons pas de moyens de pression. Nous pouvons supprimer l'aide au développement et supprimer tous les visas de tourisme ou d'affaires de leurs ressortissants. Et si cela ne suffit pas, nous pouvons bloquer les versements de la Western Union, voire interdire aux dirigeants de ce pays de venir se faire soigner en France, ou pire encore, saisir leurs biens en France. Et qu'on ne vienne pas me dire que c'est impossible, nous l'avons fait pour les oligarques russes. Ces mesures constitueront un verrou puissant pour dissuader les départs. Ensuite, il y a la deuxième frontière, qui concerne, elle, directement l'Europe. Car les clandestins doivent traverser la Méditerranée pour arriver sur nos côtes, en Italie, en Espagne, en Grèce. Nous sommes donc tous concernés, mais cette solidarité ne doit pas être utilisée pour faire n'importe quoi. Cette solidarité ne doit pas être utilisée pour répandre les migrants sur tout le continent. Le pacte migratoire, qui oblige chaque pays à prendre son quota de migrants ou à payer une amende, est absolument inadmissible. Nous ne voulons pas répartir les migrants, nous voulons les faire repartir. D'ailleurs, de plus en plus de pays européens, l'Italie, la Suède, le Danemark, la Hongrie, la Pologne, et j'en passe, en ont assez de cette politique immigrationniste. Ils réclament, comme nous, des murs aux frontières quand c'est possible et un blocus naval quand c'est nécessaire. Et ils réorientent l'argent que la Commission avait l'habitude de dilapider pour financer des pays comme la Tunisie ou l'Égypte qui arrêtent les migrants africains sur leur sol et les renvoient chez eux. Pour une fois que l'argent des Européens, notre argent, est bien utilisé. De plus en plus de pays européens contestent également la jurisprudence des juges européens, que ce soit la Cour de justice de l'Union européenne ou la Cour européenne des droits de l'homme, qui interdisent à la police européenne des frontières, le fameux Frontex, de refouler les migrants, bref, qui lui interdisent de faire son travail et qui empêchent également nos gouvernements de renvoyer les djihadistes algériens sous prétexte que les prisons algériennes ne sont pas des prisons 4 étoiles. Je vais vous dire, mes amis, il faut cesser d'obéir à ces juges étrangers, dont certains sont d'anciens dignitaires des dictatures communistes qui n'ont pas à donner à la France des leçons de droits de l'homme. En son temps, le général de Gaulle avait refusé de ratifier la Convention européenne des droits de l'homme, justement pour empêcher ces juges de se mêler de nos affaires. Si cela est nécessaire, nous reviendrons à la situation du général de Gaulle et nous abandonnerons les juges de la CEDH à leur lubie. Quant à la Cour de justice de l'Union européenne, nous n'accepterons pas davantage qu'elle nous empêche de défendre nos frontières et notre identité. Il en va du destin de notre pays. Nous devrons donc modifier la Constitution, et plus précisément l'article 55, qui prévoit que les traités sont supérieurs aux lois nationales. Avec nous, les lois votées après les traités, même si elles s'opposent à ceux-ci, seront appliquées. Il faut que vous sachiez, c'était la situation qui prévalait en France sous le général de Gaulle, mais aussi sous Georges Pompidou, sous Valéry Giscard d'Estaing et même sous François Mitterrand. Qui osera dire que ces hommes n'étaient pas favorables à l'Europe? Seulement voilà, en 1989, c'est le Conseil d'État lui-même, noble institution s'il en est, qui a décidé que désormais, la loi française devait se soumettre absolument
à l'ordre juridique européen. Cette soumission absolue n'est plus admissible. Je vous l'ai dit en préambule, mes amis, l'Europe peut aggraver notre impuissance. Mais cette impuissance vient d'abord de nous. Ce sont nos gouvernements qui acceptent les 100 000 étrangers qui viennent chaque année au titre de l'immigration familiale. Ce sont nos gouvernements qui acceptent les 100 000 étudiants qui viennent chaque année. Nos gouvernements qui acceptent les 150 000 demandeurs d'asile par an. Notre gouvernement qui a, en décembre dernier, accepté la régularisation de 10 000 clandestins de plus par an avec le soutien de LR et du Rassemblement national. Je suis d'accord avec vous. Je n'ai pas manqué de leur dire à l'époque. Ce sont nos juges, Conseil constitutionnel et Conseil d'État, qui interdisent à tout pouvoir de changer d'un iota cette politique suicidaire. Un exemple récent. Il y a quelques jours, le Conseil constitutionnel a annulé une loi qui interdisait aux clandestins de recevoir l'aide juridictionnelle. Ces gens qui fraudent la loi française auront donc désormais droit à une aide d'État pour payer les avocats qui les défendront devant les tribunaux. Français ou étrangers, réguliers ou irréguliers, honnêtes gens ou délinquants, tous pareils, interchangeables, dotés des mêmes droits dans un monde sans frontières où règne amour et fraternité. Vous riez, voilà le credo de nos juges, ces doux rêveurs. Mais dans quel monde vivent-ils? Ne vous inquiétez pas, ils vivent dans un monde où c'est toujours le contribuable français qui payera les impôts qui vont financer cette aide juridictionnelle. 680 millions d'euros par an aujourd'hui, et demain plus encore avec les clandestins. Pour votre pomme, l'addition. Ben oui, ben voyons. Qu'on me comprenne bien, nous pensons, nous aussi, que tous les hommes ont la même dignité, quelle que soit leur couleur de peau, leur religion ou leur nationalité. Vous avez raison d'applaudir. Mais nous ne pensons pas qu'ils sont interchangeables. Ils ne sont pas des êtres désincarnés, sans racines, qui viennent de nulle part. Ils ne sont pas des migrants, comme on dit, dont le destin serait de migrer librement, comme des oiseaux migrateurs. Ils sont des Afghans, des Pakistanais, des Algériens, des Maliens, des Syriens, etc., avec leur culture, leur religion, leur tradition, leurs héros, leur manière de vivre, de se nourrir, de prier, de penser. Ils ont leur propre conception des rapports à l'État, à la loi, à la violence, aux femmes. Bref, ils appartiennent à une civilisation qui n'est pas la nôtre, dont les valeurs sont souvent antagonistes aux nôtres et qui, dans l'histoire, ont fait souvent la guerre à la nôtre. Je considère depuis longtemps que le grand intellectuel américain Samuel Huntington a eu raison lorsqu'il a expliqué dans un texte resté célèbre il y a plus de 20 ans que le monde qui avait succédé à la guerre froide serait désormais régi par un affrontement entre les grandes civilisations de la planète. Et nous sommes fous de continuer à recevoir chez nous des représentants de ces civilisations qui sont si différentes de la nôtre, voire qui nous sont hostiles. C'est ce que nos médias, nos universitaires, nos juges doivent comprendre. Nous n'avons rien contre l'état de droit. Au contraire, nous le respectons et le chérissons. Nous respectons la séparation des pouvoirs et la hiérarchie des normes. Mais nous refusons que des juges aillent chercher dans des déclarations des droits de l'homme écrites il y a plusieurs siècles et qui étaient des textes philosophiques, des règles juridiques qui corsettent notre État et l'empêchent de se défendre contre une invasion migratoire inouïe. Les droits de l'individu ne doivent pas devenir la tyrannie des minorités.
L'État de droit ne doit pas devenir le gouvernement des juges. La démocratie, c'est d'abord le pouvoir du peuple, ce n'est pas le progressisme des juges. La République, c'est d'abord la défense de la nation et du peuple français. Jamais, jamais, les grands républicains de notre histoire, de Gambetta à De Gaulle, de Clémenceau à Mendès France, de Jules Ferry à Jaurès, n'auraient toléré que des juges se substituent ainsi à la souveraineté du peuple. Trois frontières, ai-je dit. Je n'ai pas oublié la troisième, la plus proche, la plus évidente, la frontière nationale. La frontière qu'on a pendant des siècles défendue farouchement contre les envahisseurs étrangers. La frontière qui donnait ses dimensions et sa physionomie à notre pays. La frontière qu'on franchissait aussi en des temps plus apaisés pour aller en vacances. Cette frontière que nous avons abandonnée d'un cœur léger en signant en 1985 les accords de Schengen. Cette frontière, il nous faut la retrouver. Bien sûr, comme tout le monde, je goûte le plaisir de passer d'un pays européen à l'autre sans avoir besoin de montrer mon passeport à un douanier sourcilleux. Bien sûr, je me souviens, étant enfant, des vacances en Italie ou en Espagne et des embouteillages monstrueux à la frontière. Il est vrai que nous avons désormais ces embouteillages permanents à Paris et dans toutes les métropoles françaises. Mais si nous devions choisir entre quelques embouteillages et 200 coups de couteau par jour, je ne crois pas que les Français vont hésiter longtemps. Ils sont, selon les sondages, 66% à vouloir le retour des frontières au sein des accords de Schengen. Et puis, depuis mon enfance, la technologie a beaucoup évolué. Aujourd'hui, on a des moyens très simples et rapides de se faire reconnaître à un péage d'autoroute. Pourquoi ne pas utiliser la même technologie à la douane? La liberté de circulation des Européens en Europe peut être sauvegardée si nous la limitons aux Européens. Je rappelle d'ailleurs que c'était ce qui était prévu à l'origine, en 1985, entre les 5 pays signataires des accords de Schengen. À l'époque, il y avait l'Allemagne, la France et les 3 pays du Benelux. Depuis lors, nous avons non seulement étendu de façon déraisonnable le nombre de pays dans Schengen, mais aussi, mais surtout, nous avons autorisé à n'importe quel étranger d'en profiter. Cela s'appelle les visas Schengen. Les visas Schengen, c'est simple. Imaginons un Algérien à qui la France refuse un visa. Au hasard. Il le demande à l'Espagne, qui le lui donne bien volontiers. Une fois en Espagne, notre Algérien passe en France. Il peut alors dire, comme Louis XIV après l'accession de son petit-fils au trône d'Espagne, « Il n'y a plus de Pyrénées ». La solution est simple. Nous ne devons pas donner un visa Schengen à notre roi soleil algérien. Encore mieux. Moi aussi, je fais des blagues, c'est Messia qui déteint sur moi. Encore mieux, nous devons supprimer les visas Schengen. Chaque pays ne pourra délivrer de visa que pour son seul territoire. Et cette fois encore, je vais vous dire, je suis convaincu que nous trouverons une énorme majorité de pays européens qui seront d'accord avec nous. Vous l'avez compris, il y a des solutions simples, opérationnelles, mais qui réclament à la fois de la cohérence et de la persévérance, qui exigent aussi et surtout de bien les connaître, de bien les comprendre, de les assimiler pour bien les expliquer lorsqu'on se retrouve à la télévision face au Premier ministre. Et vous voyez ce que je veux dire. Bien sûr, le nombre de ces solutions nécessite qu'on soit à l'Élysée et que nous gagnions l'élection présidentielle. Et je vais tout faire pour vous y conduire, je vous le promets.
Mais pour certaines, nous pouvons commencer demain, au Parlement européen. Vous n'ignorez pas que plus de la moitié des lois adoptées au Parlement européen, certains sont même allés jusqu'à dire 80%, ne sont que des transpositions de textes édictés par la Commission européenne et adoptés par le Parlement européen. Or, ces élections européennes peuvent nous apporter un immense changement. Ces élections européennes peuvent accoucher du plus grand changement de majorité dans l'histoire de cette Assemblée depuis 1979. À l'issue de ces élections européennes, l'alliance entre le centre-droit et le centre-gauche, les socialistes, les Verts, la LR, les macroniens, peut enfin vaciller. Oui, cette majorité qui a voté pour notre plus grand malheur, le pacte vert et le pacte migratoire, peut perdre enfin de sa superbe. Au cœur de ce grand basculement, il y a le groupe ECR. Un groupe, oui, vous pouvez l'applaudir, ce sont nos amis. Un groupe composé des Italiens de Meloni, des Polonais du PiS et demain, espérons, des Hongrois d'Orban. C'est ce groupe qui, en s'alliant au parti du centre-droit, en particulier la CDU allemande, peut faire basculer la majorité du Parlement à droite. Et cela tombe bien, c'est ce groupe que les élus Reconquête intégreront. Vous l'avez compris, plus il y aura de députés Reconquête, plus le groupe ECR sera puissant et notre voix en son sein sera forte, et plus nous pourrons orienter les textes européens selon nos principes et nos convictions. Voilà pourquoi il faut voter et faire voter le 9 juin prochain pour la liste Reconquête conduite par Marion Maréchal. Voilà, mes amis, ce que je voulais vous dire, mais avant de finir, je voudrais m'adresser, comme je l'ai dit, à Madame Évelyne Reber. Ma chère Évelyne, je connais ta tragique histoire et tu sais combien elle me hante. Je voudrais la rappeler succinctement à nos amis ici présents. Pardonne-moi si je t'émeus, je sais que tu tiens comme moi à un devoir de mémoire. Le 4 avril 2020, en pleine période de confinement, un réfugié soudanais du nom de Abdallah Ahmed Osman a tué 2 personnes et blessé 5 autres. L'attaque commence dans un bureau de tabac où ce Soudanais va blesser le couple propriétaire du commerce. Il poursuit ensuite son chemin d'assassin dans une boucherie où il blesse mortellement un client, Thierry Nivon. Il blesse ensuite un passant dans la rue, puis un autre, avant de s'attaquer à Julien Vincent. Julien est en train d'ouvrir les volets de sa maison, il mène une vie normale, il fait là un geste anodin. Julien Vincent est ton fils, ma chère Évelyne. Notre Soudanais le blessera mortellement de 22 coups de couteau sous les yeux de son propre enfant. Julien aura juste le temps de mettre son fils à l'abri à l'intérieur de la maison. Il va mourir sur le trottoir, devant toi, ma chère Évelyne. Le djihadiste soudanais poursuivra son chemin en blessant un autre piéton, en poignardant une autre passante, avant d'être enfin interpellé par les policiers. Au moment de son arrestation, il va supplier les policiers de l'abattre. En novembre 2022, un rapport d'un expert psychiatre conclut à l'irresponsabilité pénale de l'auteur des faits. En fait, Abdallah Ahmed Osman avait déclaré après son arrestation vouloir mourir en bon musulman, ce qui nous laisse augurer de ce qu'est un bon musulman. Les contre-expertises psychiatriques permettront de le renvoyer devant la cour d'assises de Paris. Le procès devait avoir lieu à l'automne. Pour l'instant, aucune date n'est fixée. Octobre 2025 ? 27 octobre 2025. Merci, Évelyne. Évelyne, je sais bien que ce procès ne te rendra pas ton fils.
Rien d'ailleurs ne pourra te le rendre, rien ne pourra apaiser ta douleur. Je sais cependant que depuis l'élection présidentielle, tu as décidé de te battre à nos côtés parce qu'il était encore temps de tout faire pour que cesse la litanie inexorable des crimes et des malheurs qu'engendre jour après jour cette immigration de masse et l'islamisation de notre pays. Dans ce but, tu as accepté d'être à nos côtés, sur notre liste des européennes. Grâce te soit rendue, c'est pour moi un honneur infini d'être à tes côtés, ma chère Evelyne. J'aimerais que tu montes sur scène à côté de moi et je vous demande de tous vous lever pour applaudir Evelyne Reber. Je voulais vous dire, vive Evelyne Reber, vive la mémoire de Julien Vinson, vive nos enfants, vive l'avenir de notre pays, vive la reconquête, vive la République et surtout, vive la France.